Bonjour Chang, bienvenue dans cet épisode, cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le premier interview qu'on fait sur le podcast et j'en suis vraiment ravie. Et on a une belle synchronicité parce que j'avais manifesté cette envie d'interviewer des entrepreneurs et je pense que 2 jours plus tard, j'ai reçu un message Instagram qui proposait justement cette interview. Donc ravie de t'accueillir en tout cas aujourd'hui pour cette interview. Merci Mylène, c'est un plaisir aussi. Alors, ce que je te propose, c'est que tu vas commencer par te présenter et puis après, on va papoter ensemble business, marketing, entrepreneuriat pour partager un petit peu ton univers et ton expérience. Du coup, ouais, moi c'est Chang, je suis la cofondatrice de Caliora. C'est une marque de maillot de bain réversible et éco-responsable qui est belge. Et actuellement, j'habite à Paris et j'ai vécu quand même pas mal en Asie comme toi, en Thaïlande, à Hong Kong. Après mes études, j'ai fait des études d'école de commerce. Et là, ça fait 4 ans que Caliora a été créé. Ça fait 3 ans que j'ai rejoint. Et voilà, dans les très grandes lignes. Dans les très grandes lignes. Et donc, à la base, tu es belge? Oui, Ah, ok, avec ta cofondatrice également. ouais, ma cofondatrice, elle est belge aussi. On s'est rencontrés sur les bancs de l'université, mais on se connaissait pas super bien. Et en fait, quand j'ai bossé en Thaïlande, elle déménageait aussi. Et elle m'a contactée pour savoir si je connaissais des opportunités. Et c'est comme ça qu'on a été amenés à travailler ensemble de base. On travaille pour un e-commerce de mode. Moi, en digital marketing. Elle a commencé là-dedans. Et après, elle a commencé à être sur des projets plus de éco-responsabilité. Ouais. Et de là, ben, ça, enfin, nous deux, toutes les deux, on a toujours voulu être dans l'entrepreneuriat, mais on s'est pas tout de suite lancé. Et donc, on voulait faire un projet à deux. Puis, au final, on s'est dit, bon, peut-être c'est un peu trop, sachant qu'on traînait déjà beaucoup ensemble au travail, en dehors du travail, etc. Et donc, elle a commencé la marque de maillot de bain juste avant l'été du Covid, donc en 2020. Ouais. Et on était toutes les deux en Thaïlande à ce moment-là, mais on a lancé la première, enfin, elle a lancé la première collection en Belgique l'été 2020, et c'était dans l'idée de faire ça en plus du travail. Et Ok. au final, bon, ça a pris plus d'ampleur, et après, j'ai rejoint officiellement la société, et donc voilà. Et c'est comment de travailler avec une amie? Est-ce que vous arrivez à vous mettre des limites ou est-ce que vous êtes dans une osmose business qui fait que, bon, au final, ça déroule et c'est plutôt fluide? Bah, avant qu'on s'associe officiellement, tout le monde nous avait fait part de la peur qu'on s'associe. C'est vrai? Enfin, plus dans le sens où s'associer, c'est dur, et c'est comme trouver un mari. Enfin, il faut bien être sûr qu'on se correspond. Et donc, plein de gens nous avaient dit, fais attention à ci, à ça, etc. Donc, avant de s'associer, on s'était vraiment posé toutes les questions possibles. On a fait un contrat d'associé, et c'était comme un contrat de mariage où on pensait à toutes les possibilités de la terre, de ce qui pouvait se passer entre nous, et on avait une condition. Et donc, j'ai l'impression que ça a déjà mis pas mal de bases pour notre relation. Plus, on a bien départagé les tâches et on avait des rôles très prédéfinis, malgré qu'on ait fait un peu les mêmes études de base. Et aussi, en fait, le fait qu'on ait toutes les deux habité en Thaïlande ensemble et qu'on avait déjà travaillé, je savais déjà comment elle gérait les crises, je savais comment elle gérait l'argent et qu'on voyageait ensemble, etc. Et je voyais bien que toutes les deux, on n'était pas des personnes à problème. Donc, je me suis dit, bon, a priori, ça devrait aller. Et donc, je me suis dit, bon, on a tout prévu, et je me suis lancée. Et au final, là, maintenant, ça fait 3 ans qu'on a travaillé ensemble. Dans l'entrepreneuriat, il y a eu plein de problèmes. Et clairement, on ne s'est pas encore mangé l'une l'autre. Et je suis toujours étonnée à quel point on arrive parfois à mettre le côté un peu pro pour vraiment passer du temps ensemble comme des vrais amis, comme on l'était en Thaïlande. Et que ça m'épate toujours, parce qu'on peut passer des heures à parler de travail. Et parfois, je suis là, j'ai besoin d'éteindre. Mais sinon, quand on se retrouve, vu qu'on ne travaille pas ensemble, enfin sous le même pays déjà, elle est en Belgique et moi je suis à Paris, et ben quand on se retrouve, ben on se retrouve pour bosser la journée, mais le soir, c'est genre on papote, on ragote, et ça fait vraiment plaisir de toujours avoir ça après tout ce temps. Ah oui, c'est génial. Et puis, c'est pas évident de décrocher. Moi, je sais qu'avec mon conjoint, on travaille ensemble.
c'est compliqué de pas parler business sur les heures en dehors du boulot parce qu'il y a toujours un petit truc qui pop-up où tu dis ah bah tiens il y a eu ça et tu dis non on fixe les limites et je trouve ça génial que vous ayez trouvé cet espace un peu en dehors du boulot pour pouvoir communiquer. Et aussi, je trouve ça hyper intéressant et sérieux et faire d'avoir fait ce contrat, de se dire, Mm, OK, voici les pires scénarios, on se met d'accord avant de commencer sur mm, comment ça se passe par les pires scénarios. Je pense que c'est hyper sain, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est très sain de commencer une collaboration comme ça, parce que mm, souvent, on se dit, c'est bon, ça va bien se passer, et dès qu'il y a un petit grain de sable, il y a des non-dits, il y a des ambiguïtés. Du fait mm, que ce soit marqué, franchement, c'est une super idée. Comment vous mm. l'avez eu cette idée? C'est venu comme ça ou vous aviez déjà Ouais, quelqu'un qui déjà, avait procédé comme ça? le truc, c'est que comme moi, je rejoignais la société, déjà dans l'idée, ben, vu qu'on partageait les parts, etc., fallait que ce soit clair bah, qu'est-ce qui est requis de nous deux. Et que comme moi, je suis un peu enfin, le parent adoptif, bah, elle Oui. voulait juste être sûre que voilà, j'allais pas manger et prendre toute la part du gâteau. Et déjà, il y avait de ça. Plus, il y avait aussi du fait que au final... bah oui, vu que tout le monde nous avait un peu prévenu bah, de s'associer avec des amis et qu'au final, ben, s'entendre avec des amis, c'est toujours facile tant que Mm, tout est rose. C'est c'est plus vrai. quand tout que là, bah, il peut y avoir plein de malentendus, etc. Donc, et le scénario qu'une de nos amies nous avait dit, c'était comme quoi elle s'était associée avec son ami et que son ami est tombé malade et qu'au final, ben, c'était un peu compliqué parce que pendant longtemps, elle n'a pas travaillé, mais au final, c'était 50-50 et que donc, il y a un moment où il y a quand même une frustration, ce que je peux comprendre. Et donc, j'étais là, c'est vrai que si nous, ça nous arrive, j'ai l'impression qu'on serait tous les deux compréhensifs envers l'autre, mais en même temps, je trouverais ça injuste aussi. Donc j'étais là, tant qu'on est encore dans une bonne entente, Objective, ouais. mettons tout à plat, genre si, je sais pas, on tombe enceinte, si on meurt, si je sais pas, et comme ça, on est sûr de ce qui se passe avec nos parts, nos conjoints, pas nos conjoints, enfin tous les trucs. Et donc voilà. Enfin, là, j'ai l'impression que je cache un peu, mais on s'est mis d'accord, mais j'ai l'impression qu'au final, on n'a jamais signé sur ce papier mais qu'il y a un document quelque part dans notre grand drive commun de ce contrat, mais que à chaque fois je me dis oui, il faut quand même qu'on relise ce truc et tout, parce que à chaque année ça prend quand même plus d'ampleur et que tout ce qui est écrit là-dedans, ça prend plus de signification et peut-être qu'aussi après trois ans d'avoir été dedans, c'est toujours intéressant de regarder ce contrat et de se dire en fait, est-ce que ça fait toujours sens? Mais ouais, clairement, c'est quelque chose auquel il faudrait se reconcentrer, mais on n'a pas encore eu l'occasion. Ce sera sur la to-do prochainement. Revenons pour Caliora, donc qui est une marque éthique. C'est quoi pour vous la facette éthique et responsable de Caliora? Comment elle se manifeste dans votre marque? Mhm. Du coup, quand Flore elle avait commencé et que elle était dans tout ce qui est projet éco-responsabilité au sein du e-commerce de mode dans lequel on travaillait, bah, c'était hyper important pour elle de, ben, enfin, déjà elle a vraiment découvert, même si on l'a toujours su de loin, mais que l'industrie de la mode c'était assez polluant, qu'il n'y avait pas des bonnes conditions de travail, etc. Et donc c'était important pour elle que si on commençait un business, il fallait que ce soit fait dans des bonnes conditions, avec des matières recyclées, etc. Et donc, elle avait trouvé cette usine à Bali quand on a commencé. Oui. C'était une petite usine familiale. Elle a été leur rendre visite. Il y a ce tissu de plastique recyclé qui est assez connu dans le monde du maillot de bain. Et donc, on a commencé de là. Et le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais après, on est revenu en Europe. Et donc, produire de Bali, ça faisait moins sens vu qu'il fallait quand même ramener toute la collection jusqu'en Europe, et puis il y a eu le Covid, donc vraiment le décalage horaire, plus le fait qu'on ne puisse pas aller sur place et tout, c'était quand même pas idéal. Donc là, il fallait refaire cette recherche en Europe. Et donc, euh, et donc pareil, au début, ben, on s'était obstiné à faire au Portugal, vu que c'est quand même assez connu pour tout ce qui est Ouais. mode et conditions de travail, etc. Après, le Portugal, c'était quand même compliqué au stade où on était, dans le sens où il y a des minimums de quantité à respecter, il y a un certain prix, etc. Donc, on a su faire quelques parties de notre production au Portugal, mais pas tout. Et on avait commencé à deux à faire du yoga, enfin de l'événement de yoga. Et le vêtement de yoga, la particularité de nos vêtements de yoga, c'est on les faisait sans couture. Ah, ok. Et
c'est une technologie de machine très particulière et pareil, les minimums de quantité sont énormes. Et on avait eu la chance de trouver cette usine en Turquie Ouais. avec qui on a commencé à travailler. Et donc, en leur rendant visite et rendant visite à leur usine, on s'était dit, bon, là, on n'est pas spécialement en nouvelle recherche pour le maillot de bain. Enfin, on était vraiment fixé sur le Portugal. Et donc, on s'était dit, allez, on va quand même visiter des usines juste pour voir. Et donc, on avait visité cette autre usine en Turquie pour le maillot de bain et on était là, c'est assez intéressant et tout. On a vu les prototypes, on a vu les conditions et tout ça. Et on s'était dit, bon, c'est pas mal, mais on garde ça en tête, on ne sait pas trop. Et donc, finalement, cette année-là, on a fait une mini-production avec eux juste pour voir comment ça se passait. Et on était hyper contents de la qualité du travail et de la communication et tout. Et on a fini par tout bouger chez eux de Bali. Et donc, on a fait ce D'accord. pas-là. Mais donc, pour la partie éthique, c'est vraiment le fait que déjà, on puisse se rendre aux usines, de voir comment elles fonctionnent, comment elles travaillent, quelles sont les conditions de travail, quel est l'état de l'usine. Après, ce qui est difficile, je trouve, c'est de toujours savoir ou pas Mm. s'il y a quelque chose caché derrière. Est-ce Ouais. qu'ils sous-traitent à d'autres usines? C'est un peu dur de dire, est-ce que c'est une usine façade je sais pas comment est-ce qu'on pourrait investiguer plus et c'est quelque chose qui nous intéresse toujours de comprendre la traçabilité de tout ce qu'on fait. Mais dans l'idée, c'est que oui, on visite nos usines, on essaie d'avoir un lien proche avec eux, on prend pas des usines, mais déjà parce qu'on peut pas, parce qu'on n'a pas des quantités énormes, mais on prend des usines à taille humaine et on essaie de regarder notre empreinte carbone. On a fait le calcul avec un organisme belge pour voir en termes d'envoi, etc. Est-ce qu'on prend beaucoup l'avion pour les photoshoots, etc. Et au final, là, j'ai plus le chiffre en tête parce que ça date de celui de l'année dernière, mais il me semblait, bon, je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas dire le chiffre, mais en Ok. tout cas, que c'était un chiffre assez bas. Et donc, on était ravis de savoir que avec les efforts qu'on fait, on a quand même une empreinte carbone qui est très correcte. Et donc, ça nous a rassurés. Donc, Et puis voilà. les matières premières que vous utilisez sont aussi en recyclage, c'est ça que tu disais? Mais que ce soit pour le yoga, nos vêtements de plage. Là, d'ailleurs, je porte un de nos protos de vêtements de plage. Ah, Ça ressemble super! un peu à un pyjama. Du coup, je me suis dit, est-ce que... Ah non, non, est-ce c'est que... très joli, ça le fait très, très bien. Ouais, c'est notre imprimé de cette année, sauf que c'était un peu trop grand. Du coup, voilà, c'est un peu les bénéfices de la mode, c'est qu'on peut C'est garder ça, nos tu produits. peux, Euh, tu peux le réutiliser. ouais, voilà, j'ai jamais les trucs finaux de la dernière collection, j'ai que les trucs où on a fait des tests, mais bon. Et donc, ouais, tous les matériaux sont faits, sont recyclés ou éco-responsables. Et donc, les matériaux pour les maillots de bain, c'est une usine connue en Italie qui achète le fil recyclé en plastique et qui tisse les tissus pour nos maillots de bain en Italie. Et j'ai vu aussi, et je trouvais ça très intéressant sur le site justement de Caliora, vous mettez un ticket de caisse avec le prix final du leggings en disant, bah Mm. voilà les coûts du leggings, c'est-à-dire bah, peut-être qu'il coûte 50 euros, mais dans les 50 euros, il y a tant de salaire, tant de marketing. Enfin, je trouvais que cette transparence, elle faisait du bien parce que ben, on comprend le prix, on comprend la marque, et au final, il n'y a rien qui est caché, et je trouvais ça vraiment très chouette comme idée. Ouais, mais en gros, cette inspiration, c'était venu d'une autre marque en France, je sais plus le nom exactement, mais qui avait commencé à lancer ce mouvement. Et nous, on a adoré et on s'est dit, ben, en fait, ça fait sens, tout le monde veut plus de transparence, etc., sur les prix. Et donc, et en plus, enfin, sachant qu'on est à un prix plus élevé, vu qu'on essaie de faire les choses de manière bien, Bien et sûr. ben, faut que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'ils payent ce prix-là. Est-ce qu'au final, on se met juste tout l'argent dans notre poche et on est plein aux as ou est-ce qu'il y a une vraie raison derrière ce prix? Et donc, euh, et donc c'était important pour nous de partager ça. Et enfin, pour la petite histoire, moi, juste avant Caliora, j'avais créé une marque de poterie. Et la poterie, quand on n'achète pas chez Ikea, ça paraît directement beaucoup plus cher. Et tout le monde me disait, ben, comment tu vas vendre une tasse à 35 euros? Et j'étais là, mais c'est parce que vous comprenez pas tout l'effort et le travail qui est mis dans cette tasse. Et donc, je passais ma vie à expliquer aux gens sur les réseaux pourquoi. Et vraiment, les gens comprennent et les gens sont prêts à acheter quand il y a tout l'apprentissage qui va avec. Et donc, dans la même idée, c'est que quand j'ai rejoint Caliora, je voulais vraiment mettre un point sur expliquer bah, pourquoi le prix vaut le prix. Parce que même Flore, au début, quand on a commencé ensemble, elle voulait toujours faire payer moins cher que le prix qu'on devait faire payer. Et pour moi, j'étais là, de un, c'est pas soutenable pour nous, parce que si de Ouais. toute façon, on veut faire payer ce prix-là
alors qu'au final, ben, on va pas pouvoir tenir sur le long En terme, rentable. ça n'a pas de sens. Et Ouais. puis, il faut changer les mentalités qu'un t-shirt, je sais pas, on vend pas de t-shirt, mais un t-shirt, ça peut pas être acheté à 5 euros. Et donc, du coup, dans l'idée, c'était vraiment de montrer aux gens tout ce qu'il y a derrière notre entreprise et tous les coûts liés à un maillot de bain. Et on se rend compte qu'en fait, oui, ça va vite, quoi. Ça va très Donc, très ouais. vite Ouais. et je pense que les gens sont prêts à payer maintenant le prix en sachant que derrière il y a des valeurs qui sont fidèles aux leurs. Donc c'est Mhm. pour ça que c'est important aussi de donner tout un univers de marque et de partager cette vision éthique que vous avez de Caliora. D'ailleurs, au niveau identité visuelle, comment vous avez défini justement tout cet univers de marque? Parce que je trouve que vous avez un ton qui est très singulier, qui est hyper agréable. Et, Mhm. euh, et en plus, dans votre site e-commerce, dans les maillots, ça fait du bien de voir tous les types de corps. On sent qu'il y a vraiment une proximité un petit peu avec les consommatrices. En fait, c'est quoi l'univers de Caliura que vous avez voulu créer autour de ça? Mhm. Bah, vraiment l'univers de Caliora et on s'est rendu compte que ça s'est créé naturellement et que parfois on aimerait encore plus pousser notre univers, mais c'est vraiment la douceur, je dirais, la Ouais, ça se description, c'est ressent. vraiment la douceur, l'été, le romantisme, enfin la Dolce Vita un peu, mais c'est vraiment de retranscrire un peu ça et j'ai l'impression que bah, déjà de notre vie en Thaïlande et bah, toi qui as vécu en Thaïlande, peut-être que tu pourras nous dire, mais c'est vraiment un peu cette slow life et genre de profiter un peu De la du vie. temps, et, ouais, de la vie, etc. Et quand vraiment l'image de marque, je trouve qu'il y a beaucoup de Flore là-dedans, c'est que bah, elle avait vraiment cette esthétique de se dire, ok, elle voulait des modèles déjà qui dégagent quelque chose et qui ont un corps qui plaît, mais qui correspond à beaucoup de femmes et sans aller spécialement dans des extrêmes. Juste montrer un corps commun. Enfin, Qu'on vraiment, puisse la taille qui demande s'identifier. plus chez nous, c'est du M. Donc voilà, la dame qui fait du M, c'est les modèles qu'on essaie de choisir et quand même de pouvoir du coup montrer un peu les différents corps. Et c'est vraiment, ouais, nos plans quand on fait sur les réseaux sociaux et tout, c'est vraiment genre très lent, c'est de profiter du soleil et la bonne humeur et vraiment une marque solaire, quoi. Donc c'est ça qu'on a voulu représenter avec Aliora. C'est réussi parce qu'effectivement, sur vos réels et vos vidéos, on sent cette douceur de vivre. En plus, en hiver, c'est encore plus agréable à regarder. Pour ceux qui sont en France, ça fait des petits rappels d'été, la Clairement, douceur à de... chaque fois que je poste, je suis là, oh. Là, j'ai la lumière allumée tellement il fait gris et je suis là, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est que l'été commence. Et chaque année, c'est ça. C'est genre, on passe l'été, il est incroyable, on est hyper occupé. Et puis, pendant tout un moment, on n'a qu'une hâte, c'est que l'été recommence et on pense qu'à l'été. J'imagine. Et Ouais. là, actuellement, vous vendez plutôt en boutique physique ou est-ce que vous vendez plus en ligne avec votre site internet? Du coup, on a mis un vrai effort pour être une marque en ligne. Et comme on vient tous les deux du coup d'une marque de e-commerce, on s'était vraiment dit, nous, on avait cette vision de vie, d'avoir une vie flexible, de pouvoir travailler d'où on voulait, etc. Et de rendre cette marque accessible à plein de gens et donc de faire une marque en ligne. Donc, 70% de nos ventes sont en ligne. Après, on comprend que le maillot de bain, c'est quand même un produit qui est compliqué en termes de taille. Et donc, il y a quand même une demande de gens de pouvoir essayer les produits, de savoir au moins c'est quoi leur taille la première fois pour que quand ils recommandent, ben, ils soient sûrs de ce qui les attend. Et donc, on a commencé à faire des pop-up après un an qui ont très bien marché. Et là, la part des pop-up, ça fait 30% de nos ventes, du D'accord. coup. Euh, et on essaie de, justement, cette année, on essaie de passer au step d'après parce qu'avant, les pop-up qu'on faisait, c'est souvent des pop-up partagés. Mais là, on s'est dit, cette année, on met le paquet et on aura normalement notre propre boutique à Wow. Bruxelles. Là, on a notre plus grande communauté. Et de tester un peu, de voir, OK, maintenant, si on fait notre propre boutique avec notre univers, recréer cet univers de douceur au final et vraiment mettre de nous dans ce décor, est-ce que finalement, ça change aussi certaines choses et que finalement, peut-être que la part en boutique sera plus grande, je sais pas. Mais c'est un vrai exercice à voir. Un gros challenge, mais effectivement, ça créera une vraie expérience pour les clientes et puis ça renforcera en plus votre identité de marque. Donc, même si ça doit être un investissement, je pense, au début,
ça peut Mm. effectivement être quelque chose sur le long terme de pérenne. Et là, vos pop-up, ils sont en Belgique, à Paris? Ben, du coup, notre plus grande communauté, elle est en Belgique, mais on a quand même une grande communauté en France. Donc là, en général, quand on fait des pop-up, on fait à Bruxelles, Paris et parfois dans d'autres villes de Belgique. Mais après, je sais pas si tu connais un peu, mais du coup, l'année dernière, on avait fait à Liège. Et là, on est en train de réfléchir cette année si on veut pas être du côté de la Flandre de la Belgique. Et j'ai eu des propositions dans le sud de la France. Et c'est toute une logistique de séparer tout notre stock partout et qu'au final, il soit pas disponible en ligne. Donc parfois, tu perds des ventes, etc. Et c'est toute une gestion. Mais donc, on est en train de voir un peu qui est le mieux. Mais là, pour cette année, normalement, ce qui est sûr, c'est Paris et Bruxelles. Et on essaie de faire de plus en plus des pop-up de longue durée Oui. pour vraiment, ben, les gens savent qu'on soit là, qu'ils peuvent venir retourner, peu importe. Donc voilà. Et j'ai vu sur le site qu'il y avait aussi des stores, Chypre, je crois, Hawaï. Il y avait Mhm. des noms comme ça. Vous avez réussi à vous implanter un petit peu à l'international sur des boutiques? Oui, mais dans l'idée, du coup, c'est vraiment qu'au final, déjà, par rapport à ce besoin des clientes de pouvoir essayer, on voulait, ben, c'est pas possible d'être dans toutes les villes, du coup. Et donc, on voulait quand même pouvoir trouver des revendeurs qui puissent vendre nos produits pour nous et que les gens puissent venir essayer à leur guise. Et donc, ça, c'est un vrai, axe différent de ce qu'on fait sur les réseaux et tout, c'est vraiment de se concentrer sur tout ce qui est B2B et de trouver des boutiques, des hôtels, etc. Et l'idée aussi pour Hawaï en tout cas et Chypre, c'est de se dire qu'il fait déjà plus chaud plus longtemps qu'en France et en Belgique et que potentiellement ça peut tourner toute l'année. Oui, ça reste beaucoup moins cyclique et effectivement, ça Ouais. peut. En plus, peut-être que les saisons sont inversées pour Hawaï, donc ouais, ça peut être intéressant aussi de pallier là-dessus. Et comment vous avez réussi à atteindre des boutiques aussi loin? Ben, pour ces boutiques-là, justement, ça c'est au final, il y a plein de choses où parfois on ne sait pas d'où ils viennent, notamment le truc à Chypre. J'ai un peu une idée de potentiellement où ça pourrait venir, mais un jour j'ai reçu un mail et ils étaient là, on aimerait bien vos produits, et c'était un bon client, et j'étais là, Génial! eux qui me l'ont envoyé, je sais pas, mais je pense que c'est le fait que, enfin, vu qu'on met quand même un gros effort pour développer notre B2B, on participe à des salons. Et du coup, ces salons-là, c'est quand même des salons connus. Et donc, potentiellement, s'ils regardent la liste des marques qui sont présentes, bah, ils peuvent tomber sur notre marque. Euh, on fait partie de magazines B2B. On est sur des plateformes B2B. Et du coup, le truc de Hawaï, on les a eu comme ça. Parce que c'est des plateformes qui se développent en France, mais qui sont américaines de base. Donc j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils nous trouvent. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des destinations un peu plus exotiques. Et donc voilà. Super opportunité en tout cas. Avec du recul, quand donc la marque a commencé et que toi tu l'as rejoint, c'était quoi le plus gros défi en termes d'entrepreneuriat ou de business? C'est quoi qui au début vous a posé peut-être le plus problème ou qui était le plus challengeant? Ou vous vous êtes peut-être dit, oh là là, ça va être compliqué ou ça va nous bloquer. Est-ce qu'il y a eu un truc où vous vous êtes dit, comment on va y arriver, quoi? Oh, j'ai l'impression que cette question, on l'a chaque année, genre comment est-ce qu'on va y arriver? Et je trouve que le plus gros challenge j'ai l'impression, les marques de mode, et encore plus pour nous qui sommes une marque saisonnière, c'est vraiment le problème du cash flow. Hmm. Le fait de devoir investir beaucoup d'argent pour faire la production et qu'on ne voit pas l'argent avant qu'on commence à le vendre. Et Ouais. donc, c'est un peu ce cycle qui est compliqué. Même Ouais, moralement, j'imagine, parce que tu investis ouais. beaucoup pour le stock. Après, du coup, il y a la pression de le vendre. Et puis après, Ouais. bien Et sûr, notre tu fais des pression, bénéfices. elle est concentrée sur 4-5 mois et on est là, s'il y a un mois où il pleut un petit peu ou que les gens vont pas trop Oui, en vacances, ben c'est genre un mois de perdu sur nos 5 et c'est beaucoup plus stressant. Et on apprend chaque année de nos erreurs, ou, enfin, en quelque sorte, mais donc parfois, je sais pas, il y a une couleur qui marche moins ou il y a un modèle qui marche moins. Et donc là, on est là, bon, ben, on va apprendre pour l'année prochaine. Et il n'y a pas de temps pour se renouveler le mois d'après parce qu'en fait, tout est déjà lancé et ouais. voilà.
Oui, ce serait, moi je dirais, mais après je sais pas si c'est ça pour la plupart des, des entrepreneurs, mais je dirais ouais, la pression financière qui est liée au cash flow et que nous aussi, ben, après un moment, ben, on s'essouffle de toujours devoir investir plus d'argent et qu'il faut qu'on se paye et on avance dans nos vies personnellement, donc on a besoin de plus d'argent, donc Ah ouais, je c'est comprends. un tout. Et je pense que Ouais, c'est quelque chose qui est propre à tous ceux qui font du physique et on va dire, de matériel. C'est vrai que on s'en rend pas compte, mais l'investissement de base pour avoir du stock, parce que les producteurs te demandent un minimum de production, donc toi, tu dois pouvoir assurer aussi derrière. ouais, c'est Potentiellement, ça. tu dois aussi assurer les ventes. Donc oui, il y a quand même un challenge de mise de départ qui se renouvelle tous les ans. Ouais. Ouais. À chaque fois, on se dit l'année prochaine, ça ira, on pourra se débrouiller, etc. Et puis chaque année, on est là, bon, comment est-ce qu'on va faire? Et là, on retrousse les manches et qu'on se débrouille. Et c'est parti. Et là, Ouais. sur la e-boutique, d'où viennent les gens le plus souvent? C'est-à-dire, est-ce que c'est des réseaux? Est-ce que c'est des plateformes? Comment vous vous faites connaître en ligne, en fait? Ben vraiment, on a mis beaucoup d'efforts dans notre communication. Et la toute première année, on avait fait une collaboration avec une grosse influenceuse belge Ouais, qui avait 230 000 abonnés. Et pour le marché belge, c'est quand même pas mal du tout. Et c'est c'est énorme. une influenceuse qui a beaucoup d'influence. C'est pas juste... Enfin, dans le sens que si elle propose des produits et tout, ben, les gens vont la suivre. Et je trouve qu'on est aussi arrivé à un moment où, comme c'était le Covid, le e-commerce, ça a fait un gros boom et les gens, ils avaient économisé beaucoup d'argent, etc. Donc, c'était vraiment une bonne année. Et le fait de collaborer avec cette influenceuse, alors que ça faisait que 1 an qu'on s'était lancé, ça a montré vraiment que nos produits étaient bien, que les gens pouvaient nous faire confiance. Et ça nous a un peu propulsé de là. Ouais. Et on a fait un gros effort sur bah, notre branding, la douceur, la transparence, etc. Donc c'est un peu ce tout en termes digital et de communication qui a fait que ben, on a réussi à avoir beaucoup de ventes en e-commerce parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marques maintenant qui commencent et qui commencent fort en physique. Mm. Et nous, on a mis tellement un accent pour se dire qu'on voulait développer le e-commerce que bah, pour se faire connaître, il fallait être fort dans les réseaux. Et donc voilà. Ouais, ouais, génial. Et donc, vous avez pu créer cette communauté, j'ai vu notamment sur Instagram, grâce à cette Mhm. influenceuse. Est-ce que vous avez aussi fait de la pub? Parce que j'imagine que c'est pertinent quand on a un e-commerce ou pas spécialement? Bah, la première année, non. Et du coup, quand moi j'ai rejoint la société et que j'ai un background en digital marketing, on a commencé à faire plus de pubs. Mais après, vraiment, genre, sachant que moi, normalement, c'est mon background, mais en même temps, je suis sur 1 milliard de fronts, j'ai Ouais, l'impression que j'imagine. comme ça tournait, on laissait juste on avait des aides, mais on s'en occupait pas trop. Et là, cette année, j'ai mis un point d'honneur à ce qu'on travaille avec une agence qui peut nous aider à vraiment gérer les budgets et de voir s'il faut augmenter les budgets parce que vraiment, avec l'image de marque qu'on a, je vois pas pourquoi en termes de pub, ça devrait pas marcher. Mais c'est juste que, ouais, vu que je gère plein de trucs, le fait de mettre plus d'argent dans les aides, si je surveille pas trop, ça fait peur. Et donc, là, je me suis dit, bon, faudrait que... On peut pas tout faire à deux. Donc, je suis là. En fait, faut qu'on fasse appel à des gens qui aussi sont plus dans le bain. Moi, ça fait 3 ans que je suis entrepreneuse, mais maintenant, je suis entrepreneuse et je suis sur plein de sujets et plus que le digital. Donc, j'ai l'impression que parfois, je perds un peu la main. Et donc, ouais, les aides, pour moi, c'est inévitable. Et c'est bien de demander de l'aide parce que souvent on se dit c'est bon, ça je peux le faire. Sauf que à la fin de la journée, tu te retrouves avec une to-do list de folie. Tes semaines, alors je sais pas vous si vous arrivez à gérer un petit peu l'emploi du temps ou est-ce que vous êtes un peu plus slow en basse saison et après vous êtes dans le rush en été. Mais je sais que c'est un peu le gros défi quand on entreprend, c'est de se gérer un emploi du temps avec un minimum de vie sociale quand même, d'essayer de déléguer ce qu'on peut pas faire, même si on sait faire, mais avoir l'humilité de dire, bon, faut que je demande de l'aide. Et comment vous arrivez un peu à gérer cet équilibre? Mhm. Ben, c'est ça que je me rends compte là avec les 3 ans, c'est que c'est vraiment par vague. Il y a toute la préparation du lancement où là on est au maximum et on est en, enfin, je sais pas ce mot, il existe en France, mais on est en blocus. Ça veut dire qu'on est concentré pendant quelques mois juste pour le lancement. Puis après, il y a tout le lancement et là c'est toute la partie opérationnelle. Il y a les pop-up, il y a les événements, il y a les problèmes à régler, etc. Et puis après, on arrive en août et toutes les deux, on est là. Ok, l'été est passé et là, il faut faire le point un peu de tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a amélioré, comment sont les chiffres. Et
en général, on commence déjà à préparer du coup la saison d'après avant que la saison se finisse. Mais Ok. on a un peu genre dans tous les sens parce qu'au final, ben, on n'a pas le temps de se poser et on est toujours en train de courir après le temps. Et du coup, j'ai l'impression qu'après août, il y a vraiment un moment où pendant plusieurs mois, on est complètement moins efficace parce qu'il y a toute la pression qui retombe. Et il y a le fait qu'au final, c'est pas la haute saison et tout, et qu'on peut enfin un peu souffler, etc. Et donc, c'est vraiment par vague, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des moments où c'est bon, on vit plus la vie sociale, on s'en fout. Et il y a des moments où parfois je suis là, bon, bah, il faudrait quand même qu'on se mette un peu le pied aux fesses et qu'on avance plus. Ouais, mais après, c'est aussi sain d'avoir des périodes de rush et d'autres périodes normales, on va dire. J'imagine que les périodes de rush, elles doivent être intenses étant donné qu'il n'y a qu'une saison et qu'il faut tout donner sur ces quelques mois. Ça doit être quand Ouais. même assez sport. J'avais une question aussi par rapport à l'entourage. Est-ce Ouais. que quand tu as annoncé que tu te lançais dans l'entrepreneuriat et que tu collaborais, est-ce qu'au niveau de ton entourage, c'était un peu la panique ou au contraire, c'était OK, vas-y, c'est génial et ça va être top? Parce que je sais que souvent, quand on entreprend, c'est un peu un parcours en dehors des sentiers battus. C'est pas forcément ce que notre entourage souhaite pour nous parce que c'est pas que c'est instable, mais bon, c'est challengeant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, toi, au niveau de ton entourage, comment ça s'est passé? Le truc, c'est que déjà, de un, moi, je suis très têtue. Du coup, si j'ai en tête, enfin, l'entourage, il a beau dire ce qu'il veut, si j'ai envie de me lancer, je me lance et donc je suis juste dans ma bulle et j'avance. Mais en tant que telle, si on regarde un peu mon entourage proche, ben, ma maman, elle était dans l'entrepreneuriat aussi, elle avait un Ok. restaurant en Belgique. Et donc, elle s'est toujours dit, bah oui, ma fille, lance-toi, fais plein d'argent et fais ton propre projet, sois ta propre boss et vas-y. Mon père, lui, il travaillait en banque. Ok. Et donc, lui, j'ai l'impression que pendant longtemps, il était là, et donc, tu fais ça à temps plein? Et j'étais là, oui. Et ça a duré longtemps et j'étais là, mais papa, c'est mon travail. Genre là, je me suis lancée. Genre, je fais pas ça en plus de mon travail ou je sais pas. C'est pas un hobby. Et du coup, il était là, ah ok. Et donc, bon, il se disait, tant que j'ai l'air de me débrouiller, que ça tourne, ben, il se posait pas plus de questions. Mais donc, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de gros freins. Et j'ai l'impression que vu que moi, j'en parlais avec beaucoup d'enthousiasme, ben, il se disait, bon, bah, elle essaie et au pire, ça marche pas, la vie continue. Donc je trouve que j'ai toujours eu un entourage qui est assez enthousiaste par rapport à ça. Et voilà. Après, je trouve que ça dépend un peu aussi peut-être de l'idée Oui. d'entrepreneuriat, dans ce sens-là, à quel point est-ce que c'est risqué. Moi, j'avais quand même le chômage à l'époque. Ouais. Et donc, ça permettait aussi de me dire, bon, je me donne un peu de temps pour avoir Ça fait une euh, transition, ouais. c'est ça, et de voir comment ça se passe. Donc oui, je trouvais que j'ai pas pris tellement de risques en tant que tel et que voilà, Plus ton background. Parce que ouais. finalement, tu avais des études qui collaient bien aussi avec le fait de te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ça a dû être aussi rassurant de se dire, OK, j'ai des compétences qui peuvent aussi m'aider à me propulser là-dedans, hein. Mhm. Et vu que j'ai toujours travaillé avant ça dans des boîtes plus petites ou des startups, etc., ben, ils ont déjà vu mon attrait pour des business peut-être moins communs ou je sais pas. Et donc, ils se sont dit, bon, ben, là, il n'y a pas trop de risques, elle n'a pas d'enfant, ben, qu'elle se lance et on verra bien Après être d'ici quelques parti à l'autre bout du monde en Thaïlande, ils se sont dit, bon, entreprendre en Belgique, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'au moins, elle ne sera pas trop loin. peut-être que c'est pas mal. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est quoi, quel domaine qui vous accapare le plus ou qui vous demande le plus d'énergie dans votre activité? Enfin, moi, les deux domaines dont je m'occupe le plus, c'est tout ce qui est digital marketing et le développement du business. D'accord? Et tous les deux, ça me prend beaucoup de temps, mais en cette période de plus basse saison, enfin, le digital marketing, ça me prend beaucoup de temps en haute saison, mais là, ça va. Mais du coup, la partie qui me prend le plus de temps, là, c'est vraiment le développement de tout le reste. Là, je m'occupe de tout ce qui est intégration sur d'autres plateformes. J'essaie de nous trouver des boutiques revendeuses. Je dois gérer ces boutiques, voir si elles ont besoin de stock, pas de stock, quand est-ce qu'on doit envoyer les commandes, etc.
Et ouais, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut faire plus de ventes au-delà de notre communication, en gros. Donc ça me prend beaucoup de temps et je me rends compte que ouais, au final, ça a beaucoup de démarchage, beaucoup de suivi, beaucoup d'appels, beaucoup de voyages dans d'autres villes pour montrer les produits, etc. Et ça me prend beaucoup de temps. Ouais. Et puis ça, c'est sans fin. Comme le digital marketing, il n'y a jamais un moment où tu dis, OK, c'est fini, c'est Oui. limité, quoi. En plus, le digital marketing, enfin, moi, de base, c'est quelque chose que j'adore. Mais c'est juste que quand tu n'as pas le temps de te consacrer dessus, ben, au final, tu le fais vraiment pour le faire. Et ça, c'est quand ça commence à devenir mauvais. Et je me rends bien compte que je commence à être dans ce truc-là où j'ai trop de trucs à gérer par rapport au business. Et donc, quand je m'occupe du digital, ben, j'aurais voulu pouvoir passer plus de temps à créer le contenu, de vraiment raconter une histoire, de dire quelque chose comme la transparence de nos tickets. Ça, c'est des bons contenus. Mais quand je pose juste une vidéo où c'est juste plus calme ou sur un plan, ben, je le fais parce que je pense que ça aide quand même, mais après, je reste un peu sur ma faim où j'aurais voulu vraiment pousser le sujet plus loin et que j'ai pas l'occasion. Mais bon, je me rends bien compte que je peux pas tout faire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis vous Et êtes deux déjà pour porter une marque, ce qui est impressionnant déjà. ouais, et que donc, du coup, ben, parfois, il y a des prios et parfois, si je dois laisser un sujet de côté, tant que c'est pas catastrophique pour l'entreprise, ben, je le fais et j'essaie d'essayer de trouver de l'aide, soit via des agences, j'ai aussi des stagiaires pour m'épauler sur certaines tâches et donc, ça m'aide énormément. Ouais, j'imagine. J'imagine. Et puis c'est ça aussi de prioriser, de pas culpabiliser quand on peut pas tout faire. Et Ouais, déjà, je trouve que franchement, niveau com, vous faites un super travail. Donc c'est merci. chouette. Et avec du recul, qu'est-ce que ça t'a appris cette expérience? Là, au bout de 3 ans, si tu te dis, OK, c'est un truc qui m'a vraiment fait un déclic ou que j'ai appris sur ces années, ce serait quoi? Ouah. J'ai l'impression que j'ai tellement appris et c'est ça que je disais et quand on reparlait de l'entourage, c'est que ma soeur, elle a fait un MBA. Et Ouais, donc, je disais à ma mère, moi, je fais pas de MBA, mais Caliora, c'est mon MBA. Genre, on peut se dire que là, j'investis dans mon apprentissage et je sais pas ce qu'il en sortira, mais c'est mes 2 ans de MBA. Là, du coup, ça fait déjà 3 ans. Mais donc, moi, vraiment, genre, je me dis vraiment, peu importe ce qu'il en adviendra de la marque, j'ai l'impression que j'en ressortirai avec tellement de choses que j'ai appris, que là, si je devais faire un nouveau business, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que je pourrais faire différemment potentiellement. Et là, si je devais dire qu'est-ce que j'ai appris, j'ai l'impression que c'est tellement logique, mais quand tu crées une marque, tu testes tellement de trucs et tout, t'es tellement le nez dans le guidon que t'as pas de recul, mais vraiment, le plus important, c'est la vente. Et c'est de se concentrer sur les chiffres. C'est quoi les objectifs semaine par semaine? Parce que parfois, on avait un peu une idée de, OK, on doit faire autant par mois. Et à la fin du mois, on était là, bon, parfois on les atteint, parfois on les atteint pas. Et c'est qu'est-ce qu'on met en place pour bah, les atteindre. Et même là, du coup, maintenant que ça fait plusieurs années, là, justement, récemment, on regardait, OK, en 2022, on a fait autant. En 2023, on a fait autant. Maintenant, en 2024, on vise une très, très grande croissance. Et on était là, comment est-ce qu'on explique cette croissance si on fait toujours la même chose? Et donc là, on s'est vraiment posé en mode, OK, pour pouvoir grandir autant, bah, au final, bah, je sais pas, il faut travailler avec cette agence d'ad, enfin, il faut qu'on se lance. Ok, on s'est toujours dit qu'on voulait faire cette boutique, ben, faut qu'on se lance aussi. Et donc, c'est un peu de se rendre compte des choses à mettre en place, des objectifs et de voir s'il faut chercher de l'aide ailleurs aussi. Et de savoir quel argent tu as besoin pour investir plus dans ta marque. Parce que ça, c'est aussi un problème qu'on a eu où on voulait beaucoup se reposer sur nos fonds propres, etc. et de se bootstrap. Mais en fait, bah, je sais pas, si là, on veut travailler avec une grosse influenceuse et qu'il faut mettre de l'argent ou je sais pas, ben, quel argent? C'est quoi les résultats attendus et qu'est-ce qui vaut la peine ou pas et qu'on se rend compte que là l'investissement dans les trucs qu'on fait bah maintenant qu'on a fait un peu tous les trucs de manière organique genre là c'est des choses qui demandent plus d'argent et de vraiment peser les risques et tout et donc c'est le nerf de la guerre c'est de vendre. et oui, tu as complètement raison. Et
C'est génial ce que tu dis parce que souvent on a des objectifs, on se dit: «Il faut faire plus de ventes, faut avoir plus d'abonnés, il faut faire plus de CA». Sauf que ces objectifs, ils sont pas écrits, on sait pas ce que c'est faire plus de CA et une fois que tu les as écrits, ben, comment tu y arrives? C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un objectif, mais si tu as pas les actions qui en découlent, ben, il va rien se passer et donc je trouve que c'est très sain, d'avoir aussi pris ce temps régulièrement de se dire: «OK, on en est où? On il nous manque quoi pour atteindre notre objectif?» parce que, tu navigues pas à vue, quoi. Tu es pas en mode: «OK, on fera le bilan à la fin de l'année». Semaine Mm. après semaine, tu te dis: «On en est là, on est bon, on n'est pas bon», et finalement, c'est presque rassurant de dire: «OK, on peut réajuster au fur et à mesure, de ce qu'on constate, quoi». Oui, c'est ça. C'est qu'avant, le temps, il passe tellement vite quand tu es entrepreneur et Oh là là, parfois, tu oui. à la fin du mois, tu es là, wow, 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 attends, on a fait quoi comme chiffre? Et puis là, si tu te rends compte déjà que tu n'as pas atteint tes objectifs, c'est trop tard. Alors que là, maintenant, on fait un weekly par semaine où on regarde tous nos chiffres et on a tout divisé par canaux. Donc, on Ouais. sait, OK, le e-commerce, il marche bien, c'est bon. OK, les ventes en physique, peut-être c'est un peu de retard, je sais pas, il y a des choses à faire ou pas. OK, les ventes sur les plateformes, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Partenariat avec les plateformes, mise en avant dans la communication et tout. Et donc maintenant, on a beaucoup plus une vue claire sur nos rentrées, quels sont nos objectifs. À chaque semaine, si on sait qu'on n'a pas atteint le palier sur chaque semaine, ben, est-ce qu'il y a un truc la semaine d'après qu'on peut mettre en place qui augmenterait les ventes? Et donc, il y a beaucoup plus de temps de réaction, alors que là, déjà, si tu n'as que 5 mois de saison et que tu te rends compte à la fin du mois, ben, c'est trop tard. Ouais. Oui, et puis cette échéance de dire: «On a 5 mois pour faire notre année», je pense que ça Mm. motive aussi de dire: «OK, on y va à fond, quoi». Ouais. Et pour terminer, c'est quoi vos projets, vos objectifs ou vos ambitions pour le futur? C'est quoi que vous voulez faire avec, Caliora? Où est-ce que vous voulez aller avec cette marque? Comment vous vous projetez, en fait? Moi, ma vision pour Caliora, c'est vraiment de créer une marque solaire et qu'on puisse vraiment vendre un univers plutôt que juste un produit qui est le maillot de bain, par exemple, mais que là, on commence à développer ben, nos vêtements de plage, etc. Et qu'on veut vraiment que quand les gens pensent à notre marque, ils se disent, OK, là, je vais au soleil, quoi. Et c'est pour ça qu'on a décidé en soi d'arrêter un peu le yoga, c'est qu'on aime beaucoup ce produit, mais au final, on ne sait pas si ça colle vraiment avec Mmh. cet aspect-là qu'on aime beaucoup et que c'est vraiment notre cœur du business de base. Donc on s'est dit, bon, concentre-nous sur ça. Et donc ça, c'est vraiment là où je verrai Caliora et les gros projets pour les années qui viennent ou cette année, c'est vraiment bah là, on espère une grosse croissance pour cette année. Donc on a vraiment mis les bouchées doubles sur toutes les choses qu'on a un peu mis de côté en se disant, bon, on verra. Et là, on s'est dit, ben non, là, cette année, c'est le moment, on se lance et on teste et on voit ce qui se passe. Donc, il y a la grosse boutique en Belgique. On va faire une collaboration avec une influenceuse de Bordeaux qui s'appelle Closer to You et qui va être super chouette. On a fait des motifs très différents de ce qu'on fait d'habitude dans notre collection actuelle. Donc, ça va un peu apporter une nouveauté, je trouve. Et je passe enfin, je passe beaucoup de temps, comme je te disais, à développer tout ce qui est boutique revendeuse, etc. Mmh. Donc, je croise les doigts. Enfin, et que c'est comme pour le marketing en B2C, c'est que vraiment, il faut que les boutiques, elles t'aient vu plusieurs fois et tout. Donc là, pour les prochaines années, j'espère être dans des très bonnes boutiques que j'ai en tête et que j'essaie de conclure. Mais donc, voilà, beaucoup de projets de croissance et j'espère vraiment qu'on retrouvera Caliora bah, partout en Europe déjà et peut-être aux hôtels quand vous retrouverez à Hawaï ou à Chypre. Ou en Voilà. Thaïlande, hein, qui sait? Enfin, en Asie, Ouais. mondialement, ce serait chouette. Moi et Fleur, notre rêve, ce serait de pouvoir vendre en Asie aussi. Et chaque année, on réfléchit, on est là, mais est-ce qu'on se mettrait pas en Asie? Il fait si beau et tout. Mais vraiment, le marché asiatique, même en termes de corpulence, les Ah oui. besoins, c'est encore tout à fait différent. Et moi, qui suis asiatique, bah, je comprends les problèmes. Je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait, mais pour tout de suite, c'est beaucoup de challenge, je pense. Mais c'est vraiment, je rêverais de pouvoir vendre en Asie. Mais Bah, bon. écoute, je vous souhaite en tout cas de réaliser tous ces projets et je pense que vous êtes bien partis pour, donc c'est vraiment chouette. Ouais, bah merci beaucoup. Et merci à toi, c'était super chouette pour cette interview.
Bah, merci à toi, franchement, c'est très intéressant. Merci d'avoir partagé toutes ces informations. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut voir justement cette marque Caliora? Est-ce que tu peux nous dire? Ben, oui, vous pouvez nous retrouver du coup ben, sur nos réseaux. Ça s'appelle @Caliora sur Instagram. On est aussi sur notre site du coup, caliora.com et plein d'autres plateformes en Europe. Si vous tapez sur Google, vous devez nous trouver facilement, j'espère. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Moi, sur LinkedIn, mon nom est un peu compliqué, mais si vous cherchez Caliora, vous devrez me retrouver Je facilement. mettrai je mettrai les liens en description de toute façon. Un grand merci pour ce moment. Franchement, c'est très bien, vraiment chouette de pouvoir partager, l'univers de la marque, de l'entrepreneuriat et puis, votre parcours. Franchement, bravo pour tout ce que vous avez fait et puis, ben, écoute, on va conclure ce podcast. À bientôt. Oui, à bientôt.